C'est le thème de la prochaine conférence. Je vais inviter Marie Peixoto de la Caisse d'épargne Normandie à me rejoindre sur scène, si elle est là, voilà, qui va descendre. Donc la Caisse d'épargne Normandie qui parraine la conférence de Guy-Philippe Goldstein. Je vais laisser Marie Peixoto nous présenter et introduire cette conférence. On peut l'applaudir le temps qu'elle arrive. Merci Hugo. Bonjour, je suis ravie de représenter la Caisse d'épargne Normandie et de soutenir cette conférence particulièrement d'actualité en ce moment. De l'Ukraine à l'Iran, à travers le monde, de nouveaux bruits de bottes numériques résonnent. Alors comment protéger la nation dans l'espace, dans le cyberespace, dans l'espace ? Eh bien en 2017, le ministre des Armées annonce que la France se dote d'une politique, d'une doctrine cyber et met en place un commandement de défense cyber. C'est une grande première. Le cyberespace devient le théâtre d'actions défensives et offensives au même titre que l'espace aérien, terrestre et naval. Dorénavant, la France, si elle est agressée, peut répondre de façon offensive dans le cyberespace. L'Ukraine et bon nombre de nations constituent une task force voilà, à destination des infrastructures ennemies en soutien des opérations physiques. Alors quel est l'avenir de la cyberguerre ? Quel nouveau rôle vont jouer les entreprises dans cette cyberguerre ? Pour répondre à cette question, nous avons convié donc un spécialiste des questions de prospective de risque et de cybersécurité, enseignant à l'école de guerre économique, essayiste, romancier, entre autres, parce que la liste est longue. C'est avec grand plaisir qu'on accueille Guy-Philippe Goldstein pour nous parler de tous ces sujets. Voilà, je suis ravie en tout cas d'annoncer cette conférence. Merci. Merci beaucoup Marie. Et donc on va l'accueillir, effectivement, vous l'avez très bien dit, il est expert en cyberdéfense, essayiste et romancier, Guy-Philippe Goldstein. Bonjour à vous tous, ravi d'être là. Comme cela a été dit, je suis enseignant à l'école de guerre économique, je suis advisor pour PwC, pour un fonds d'investissement en Venture Cap, mais je suis également romancier. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là que je suis entré dans ce domaine de la cyberdéfense, de la cybersécurité, avec un premier roman, Babel Minute Zero, qui évoquait un scénario d'un conflit entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle de Taïwan et qui se déroulera en très large partie en fait dans le cyberespace. Donc un roman qui est sorti en France il y a de ça plus d'une quinzaine d'années, qui a fini par être lu d'ailleurs par certains représentants de la sécurité nationale en France, du côté de l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, également du côté du commandement cyber, et puis aussi un peu au MIT et beaucoup en Israël, jusqu'au niveau du plus haut du niveau du gouvernement, du Premier ministre de l'époque, qui en avait parlé d'ailleurs l'année dernière comme étant un élément d'inspiration sur le développement de la politique de cyberdéfense en Israël. Une des hypothèses critiques du roman, c'était que ce phénomène du cyber va être au cœur des relations internationales et va finir peut-être par être un élément de déstabilisation via de nouvelles formes de conflits. Bon, ça c'était le constat, en tout cas l'hypothèse posée par le roman. Eh bien, il faut voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard. Et effectivement, on commence à voir certains signes d'attaques suffisamment fortes, ça vient d'être rappelé, de chocs qui peuvent frapper le tissu industriel et qui peuvent frapper en fait les nations. 3 exemples au cours des 24 derniers mois. Le premier, sur le quart nord-est américain, plus de 45% de l'approvisionnement en produits pétroliers, y compris d'ailleurs pour des bases de l'US Air Force, qui tout d'un coup s'arrêtent. C'est l'attaque contre le pipeline Colonial. Un deuxième exemple, en Iran, quelques mois plus tard, c'est plus de 4300 stations essence, où là aussi, tout d'un coup, on ne peut plus faire le plein à la station. Il y a eu une attaque cyber qui empêche de pouvoir les utiliser.
Et puis l'année dernière, également en Allemagne, c'est une large partie en fait, du parc éolien de génération d'électricité qui là aussi tombe en rade, avec une attaque qui d'ailleurs avait pour objectif un réseau de satellites qu'utilisaient les Ukrainiens, et qui donc d'une certaine façon a fini par rebondir en Allemagne, avec l'équivalent de 11 gigawatts qui tout d'un coup n'était plus utilisable, c'est l'équivalent de plusieurs centrales nucléaires. Donc voilà des exemples très significatifs autour de l'énergie. Et j'insiste sur les questions d'énergie, parce que lorsqu'on parle de manière de stratégie militaire et de bombardement stratégique, eh bien, arriver à stopper l'énergie d'un pays, c'est quelque chose qui a énormément d'effets, et pour les armées, et pour le développement industriel de la nation. Mais on peut également élargir ça à tout un ensemble en fait, de chocs du tissu industriel en Occident, dans les secteurs d'ailleurs qu'on pourrait penser comme n'étant pas du tout digital native. On peut parler du secteur du luxe. Et alors là, on a toute une pléthore de grands acteurs comme Saks Fifth Avenue aux États-Unis, mais aussi Chanel, Moncler, qui ont été victimes de ce type d'attaque. Ou alors même dans l'hôtellerie, comme Intercontinental Group ou Melia, ou un peu plus anciennement Marriott. Donc tout un ensemble de secteurs qui, en fait, se retrouvent eh bien, victimes de ce nouvel type de menace. Et on a vu d'ailleurs une explosion de cette menace dans le cadre de la crise Covid, avec une augmentation très forte du nombre d'attaques, peut-être un facteur x3, x4 par rapport au nombre de cyberattaques qu'il y avait avant la crise Covid, avec d'ailleurs en particulier les hôpitaux qui ont été très durement frappés. On évoque un facteur x5 sur les hôpitaux qui étaient déjà évidemment très fragilisés par la crise Covid. Et puis de manière générale, ça c'est des chiffres qui nous viennent de grandes entreprises françaises, la probabilité d'être victime d'une attaque significative, eh bien, sur 24 mois, s'élèverait autour de 50 à 55 %. Ça ne veut pas dire la fin du monde, mais ce sont des attaques qui sont très fortes. Et on le voit d'ailleurs en France, il y a eu pléthore de grandes entreprises françaises, qu'il s'agisse de notre grand armateur CMA-CGM, Ouest France, Monsieur Bricolage, Orange, qui ont été victimes d'attaques relativement dures. Et de manière générale, aujourd'hui, lorsqu'on pose la question aux grands dirigeants économiques, par exemple au World Economic Forum, eh bien, effectivement, le risque cyber est évoqué comme l'un des 5 plus grands risques importants. À l'écran, vous le voyez, il faut regarder les cases mauves, parce que le mauve apparemment est la couleur du cyber à Davos. Eh bien, on voit une émergence de carré mauve à partir des années 2017-2018. Bon. Et quand on pose la question d'une façon plus précise aux dirigeants d'entreprise, par exemple avec le CEO Survey chez PwC, eh bien, en France en particulier, le risque cyber aujourd'hui est considéré comme le premier ou deuxième plus grand risque d'entreprise, ça change un petit peu selon les années. Lorsqu'on pose la question aux auditeurs et aux contrôleurs internes, par exemple, à la Confédération européenne des instituts d'audit interne, eh bien, dans leur grand document, rapport Risk and Focus, depuis 3 ans, ils disent que le premier risque de l'entreprise, c'est bien le risque cyber. Quand on demande même aux assureurs, des gens comme Allianz ou comme AXA, eh bien, eux aussi, ils disent qu'au niveau du risque d'entreprise, eh bien, aujourd'hui, le risque cyber, c'est le premier ou le deuxième risque. Donc effectivement, nous sommes passés dans un moment de très forte tension. Et la question qui est posée, est-ce que cette très forte tension pourrait nous amener vers quelque chose de beaucoup plus grave? C'était la question qui était posée en fait par le roman, et d'ailleurs qui m'a donné l'occasion d'écrire un article de recherche pour l'Institute for National Security Studies à Tel Aviv, où j'avais appliqué un vieux modèle de théorie des jeux qui datait de la guerre froide, développé par le professeur Robert Jarvis, et qui disait que si vous êtes face à un système d'armement qui semble donner l'avantage à l'attaque plutôt qu'à la défense, et les armes cyber donnent cette impression-là. Et si en plus ce système d'armement, eh bien, de loin on ne peut pas savoir s'il se développe pour la défense et pour l'attaque, et franchement le cyber c'est des ordinateurs et des hommes, donc de loin c'est extrêmement dur de distinguer si on vous dit qu'on développe des capacités pour l'attaque et pour la défense, quand on mêle ces deux éléments-là, on se retrouve dans la matrice de Robert Jarvis, dans le coin qui est tout en haut, qui est le coin doubly dangerous, qui est l'environnement international le plus susceptible pour avoir un déclenchement de conflit, l'exemple étant par exemple la Première Guerre mondiale. Et donc ça, c'est une des perspectives qui s'ouvrent avec ces armes cyber. Et d'ailleurs, donc ça c'était le papier que j'avais écrit en 2013, Robert Jarvis lui-même a écrit un papier où il a appliqué son modèle
de développement de conflits aux armes cyber, publié en 2020, un an avant sa mort, et où là aussi, eh bien, il indiquait des résultats qui étaient à peu près similaires, à savoir ce risque de déstabilisation internationale. Quand on regarde les choses d'une façon un peu plus précise, on peut se poser néanmoins certaines questions. On l'a vu avec l'Ukraine. Il y a eu toute une vague extrêmement importante d'attaques. Dans les 40 premiers jours du conflit, on a eu à chaque fois, chaque jour, des attaques massives. Et pourtant, les Ukrainiens ont été capables de bien contenir le choc. Et ça, peut-être pour des raisons de type d'aguerrissement, du fait qu'ils connaissaient un petit peu la manière de procéder des Russes, et peut-être aussi parce qu'ils ont été beaucoup aidés par les grandes puissances internationales. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'on a vraiment basculé dans cet environnement-là ? Et d'un autre côté, si on ouvre le spectre international et qu'on regarde par exemple un théâtre qui est celui de l'affrontement entre l'Iran et Israël, on voit des exemples qui sont très troublants. Par exemple, en 2020, il y a une attaque cyber iranienne contre des usines de retraitement des eaux usagées en Galilée, en Israël, qui échouent avec un objectif de faire monter le niveau de chlore de façon à rendre l'eau dangereuse à la consommation. Et juste 2 semaines plus tard, il y a une réponse israélienne contre le terminal portuaire de Sheikh Raji à Bandar Abbas, là où passe plus de 90% du trafic container, tout ce qui est consommation de biens pour l'Iran, et où là, effectivement, ce nœud portuaire et ferroviaire, tout d'un coup, est complètement engorgé. Et d'ailleurs, l'année suivante, j'évoquais l'attaque contre les stations essence, il y a une autre attaque qui a lieu contre 3 aciéries à l'intérieur du monopole d'acier iranien, où on a été capable de faire exploser de l'intérieur les fourneaux utilisés par ces aciéries et de le capturer en vidéo parce qu'on avait aussi pris le contrôle des systèmes de vidéosurveillance. Donc là, on voit des exemples assez spectaculaires en fait, de systèmes offensifs. Et à nouveau, on se pose la question, bah oui, c'est super offensif, peut-être qu'on est bien dans ce monde doubly dangerous. Alors, il faut se poser la question de pourquoi on est arrivé là. Il faut aussi un petit peu se poser la question de qu'est-ce que le cyberespace. Alors, une définition du cyberespace, c'est ma définition personnelle, c'est que c'est un langage que nous avons développé il y a plus de 2 siècles pour parler à une nouvelle espèce qui est arrivée sur Terre, qui est celle des machines complexes. Et pour parler à ces machines complexes, eh bien, on a développé un langage en 0 et en 1. Et c'est nous, les Français, Cocorico, qui avons été les premiers à le développer avec le métier à tisser jacquard et les cartes perforées, des trous et des pleins, du 0 et du 1. Et au cours de l'histoire, ce langage a pris un petit peu de temps pour arriver à se répandre à travers notre espèce, notre humanité. Et ça c'est une étude qui vient de University of Southern California, lorsqu'on regarde effectivement la part de toute l'information que nous produisons vers autrui ou vers nous-mêmes au futur, c'est-à-dire tout ce que nous enregistrons comme information, eh bien on se rend compte que pendant très longtemps, l'essentiel de l'information est resté analogique, sans ce codage en 0 et en 1. Et puis à partir de 2000, il y a une explosion. Et en 2007, c'est ce que dit l'étude, eh bien, plus de 93% de la totalité de l'information que l'humanité produit qui était codée en 0 et en 1. Donc techniquement, nous sommes passés dans ce monde du numérique binaire en 0 et en 1, à la fin des années 2000. Bon. Et après, il a fallu encore à peu près 10 ans pour que cette transformation technique devienne une transformation industrielle. C'est ce que l'on voit là à l'écran, ça c'est des chiffres récents, les plus récents que j'ai pu préparer, qui montrent parmi les 10 plus grandes capitalisations boursières au monde, lesquelles appartiennent à ce monde du numérique. Et là, il faut regarder les barres rouges. Eh bien, il y en a plus de 7 aujourd'hui, 7 des plus grandes entreprises au monde, qui sont en fait des entreprises du numérique. Et donc, d'une certaine façon, c'est ce que disait Marc Andreessen, le fondateur de Netscape, le logiciel a englouti le monde. Dans la décennie précédente, décennie 2010, eh bien, nous sommes passés dans ce système industriel où, en fait, le cœur de la valeur, c'est devenu le numérique. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le cyber, qui est la protection de cette valeur-là, qui est toutes les questions de défense de cette valeur-là, est devenu si fondamental. Le problème, c'est que le cyber lui-même a des difficultés qui expliquent pourquoi on a tellement d'attaques. Une des premières difficultés, eh bien, comme c'est très récent, on ne sait pas exactement à quel niveau il faut investir dans le cyber. Si je prends l'exemple des produits pharmaceutiques, dans les coûts de développement, il y a plus de 70% des coûts de développement qui sont des coûts de tests cliniques. S'assurer que le médicament fonctionne bien et va arriver à guérir le patient et ne pas le rendre plus malade. Dans le logiciel, en moyenne, on va dépenser pas plus de 40% dans les tests, et pour le dire les choses, ce sont essentiellement des tests
fonctionnels. Ce ne sont pas des tests de cybersécurité. La partie cyber est peut-être encore plus réduite, peut-être 1/10 du chiffre que vous voyez à l'écran. Donc en fait, on investit peu là-dedans. Un autre problème, c'est les paradigmes de sécurité autour de ce nouvel environnement. Si je pense à la sécurité dans un monde dit traditionnel, alors là, avec un très beau château fort, le défenseur qui a construit son château fort ou sa place fortifiée, il connaît très bien le système interne, les lignes intérieures de protection. Il est sur une position haute, donc il voit arriver de loin l'assaillant. Et puis quand l'assaillant essaye de tester les fortifications, eh bien, à chaque fois qu'il y a un test, il y a une perte potentielle très forte, parce qu'on va envoyer des projectiles, peut-être de l'huile bouillante. Et donc, l'assaillant risque de perdre pas mal de vies humaines, et ça, c'est un coût très important. Ça, c'est le monde dit traditionnel, et c'est pour ça que, d'un point de vue militaire, on dit souvent qu'il faut 3 assaillants pour un défenseur pour essayer de prendre la place forte. Et le monde du réseau numérique, lui, est complètement différent. C'est un monde extrêmement complexe, où le défenseur de l'entreprise, a lui-même énormément de difficultés à savoir tout ce qui se connecte. Et s'il arrive à avoir une vision de plus de 85 à 90% de tout ce qui se connecte, je peux vous dire qu'il sera extrêmement performant. De plus, le défenseur ne voit pas l'assaillant à l'intérieur de son réseau. On dit souvent qu'il faut au moins 90 jours pour arriver à détecter en moyenne si l'assaillant est entré dans votre réseau. Puis en fait, en termes de pénalité à chaque fois de test, bien, il y a beaucoup d'assaillants qui le font depuis l'étranger, avec des pays où souvent il n'y a pas d'accord d'extradition. Et de manière générale, d'ailleurs, il y a très peu de condamnations. Le taux de condamnation pour des assaillants cyber va peut-être varier au moins de 1%. Donc il y a tous les éléments disponibles pour en fait continuer à tester jusqu'à ce que la citadelle tombe. Un autre problème fondamental, c'est le problème du facteur humain. On a parlé beaucoup de techniques, mais à la fin, il y a un utilisateur humain. Or, tant dans les systèmes utilisés dans le monde civil que dans les systèmes utilisés dans le monde militaire, et on a des auditions du Pentagone avec des officiers qui le disent, dans autour de 90 à 95% des cas, les attaques cyber ont réussi parce qu'il y avait une erreur humaine. Et cette erreur humaine, ça peut être le fait d'avoir un mot de passe qui n'est pas assez complexe, le fait de cliquer sur un lien où on ne devait pas cliquer, le fait de ne pas configurer comme il faudrait tous vos systèmes cloud, etc. Ce facteur humain, donc, reste extrêmement important. Et quand on parle de facteur humain, on peut évidemment se focaliser sur les collaborateurs, mais il faut aussi parler des dirigeants. À l'écran, vous avez 2 personnes. Le directeur technique, la directrice technique et le PDG d'une entreprise, Target, une grande entreprise de la distribution américaine, qui est victime d'une cyberattaque en décembre 2013. Très mauvais moment lorsqu'on est une entreprise de la distribution. Tous les signaux techniques avaient dit « alerte rouge, il se passe quelque chose ». Mais le problème, c'est que ces 2 dirigeants-là avaient attendu plus de 2 semaines avant de réagir. Problème de compréhension du risque. Ils ont été débarqués, mais l'entreprise a quand même perdu au moins 200 millions de dollars. Alors des charges, un 4e problème, c'est que pendant longtemps, on n'a pas su exactement quel était le coût pour les entreprises de ces incidents cyber. Et si vous ne savez pas exactement quel est le coût, vous n'allez pas beaucoup investir et puis vous n'allez pas beaucoup vous alerter lorsqu'il y a un problème. À l'écran à nouveau, les évolutions de cours de bourse de plusieurs entreprises au cours des 2 semaines après l'annonce d'un incident cyber, et on le voit d'ailleurs à l'écran, une boîte comme Target, une boîte comme JP Morgan annonce qu'il y a un incident cyber, et en réalité, le cours de bourse ne bouge pas trop. Donc on se dit, c'est peut-être pas si important que ça. Et puis il y a un 5e problème assez fondamental, c'est qu'en réalité, derrière ces groupes cybercriminels, avec souvent des motifs crapuleux, il y a peut-être la main de certains États. Et le problème, c'est que les entreprises n'aiment pas parler de géopolitique. Elles aiment parler de clients étrangers, mais elles n'aiment pas voir les risques, et en particulier les risques géopolitiques. Or, avec le cyber, ils sont là. À l'écran, tout un ensemble de groupes cybercriminels peut être liés à l'État russe, peut-être. Et qui ont été ces acteurs au cœur de la vague de cyberattaques qu'on a connue au cours des 3 à 5 dernières années. Problème des cyberconflits, c'est qu'ils n'ont pas lieu sur de vastes plaines où des armées se regardent en chien de faïence jusqu'au moment où ils vont se jeter l'un contre l'autre dans un combat au corps à corps. Les conflits cyber ont lieu là où se déroule aujourd'hui l'activité moderne humaine, c'est-à-dire
au cœur des entreprises et aussi des administrations publiques. Et qu'elles le veuillent ou non, en fait, et c'est très délicat pour elles, mais les entreprises désormais sont sur cette ligne de front cyber. Et derrière ça, il y a des transformations aussi de la puissance à l'âge cyber. Je vais évoquer les 7 grandes entreprises du numérique qui sont parmi les 10 plus grandes entreprises par capitalisation boursière au monde. Eh bien, ces 7 entreprises sont américaines. C'est un point très important. Et si je regarde de manière générale les 100 plus grandes entreprises par capitalisation boursière au monde, une trentaine aujourd'hui appartiennent à ce monde du numérique qui est au cœur de la création de valeur aujourd'hui. Malheureusement, il n'y en a que 2 qui sont européennes. Un qui est un fournisseur de TSMC, qui est ASML, qui est néerlandais, et l'autre qui est SAP, qui est une boîte qui a démarré en Allemagne, mais dont l'essentiel de l'activité aujourd'hui est aux États-Unis. Et ça, évidemment, cet effet de puissance a des impacts sur les rapports de force entre grandes puissances. Un nouveau modèle, en fait, a émergé qui, d'une certaine façon, minore un petit peu ce que nous, on a appelé les grands groupes, parce que des méga-groupes, en fait, ont émergé. Je donne un exemple dans l'hôtellerie. Eh bien, une entreprise comme Booking.com, qui en réalité ne gère que de la réservation et de la donnée, pèse aujourd'hui autant que des grands groupes comme Marriott, Hilton et Accor combinés. Alors on va me dire, oui, mais ça c'est de la capitalisation boursière, c'est de la bourse. Quand je regarde le profit opérationnel de Booking, c'est 3/4 des 3 grands acteurs de la gestion hôtelière que je viens de citer. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a un nouveau business model qui a émergé. Booking, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de choisir, de décider quelle est la meilleure nuitée d'hôtel lorsqu'on va dans une certaine ville, en choisissant certaines prestations avec un certain niveau de tarif. C'est un système de décision. Et c'est un système de décision qui est devenu universel. De la même façon, Google, la 3e capitalisation, la plus grande capitalisation boursière au monde aujourd'hui, c'est un système de décision qui, lorsque vous avez une question, vous permet de choisir sur quel site allez trouver la réponse à la question que vous posez. Et Apple tire, la première capitalisation boursière au monde aujourd'hui, tire l'essentiel de sa valorisation de l'iPhone. Je ne l'ai pas avec moi s'il est là. Mais l'iPhone, bon, c'est une petite plaquette comme ça où il y a plein de petits boutons qui vous permettent de décider à chaque fois que vous avez des questions que vous posez. D'une certaine façon, c'est la télécommande de votre vie avec tous les boutons sur lesquels appuyer quand vous avez une question. Et donc, du point de vue du monde civil, comme d'ailleurs du point de vue du monde militaire, le contrôle des systèmes de décision est devenu absolument capital. Ça, c'est sur la création de valeur, qui a un impact évidemment très fort dans la puissance. Et on peut évidemment aussi parler de la protection de la valeur dans le cyber. Et là, si on regarde aujourd'hui le marché mondial de la cybersécurité, d'une façon écrasante, là aussi, c'est un marché contrôlé par les États-Unis. Et c'est normal, hein, puisque c'est la première puissance en termes de création de valeur. C'est donc aussi la première puissance en termes de protection de la valeur dans le numérique. Par contre, si on regarde les choses sous l'angle plus strict de quel pays arrive à bien protéger, au-delà des questions de marché, là, les choses, tout d'un coup, sont un peu plus différentes. À l'écran, une analyse qui a été faite par un cabinet, Comparitech, qui a essayé de regarder quels sont les pays qui étaient les plus sûrs, où on défendait le mieux. Et ce sont les pays vert foncé. Eh bien, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas non plus d'ailleurs la France ou l'Allemagne, mais ce sont des pays qui sont tout au nord de l'Europe. Ce sont en grande partie les pays scandinaves. Et une des explications, c'est que ce sont des pays qui investissent énormément dans le talent humain, dans le capital humain. Mais on pourrait aussi évoquer 2 autres tout petits pays, comme par exemple l'Estonie ou Israël. 2 pays où là aussi on investit énormément dans le capital humain. 2 pays où d'ailleurs en plus il y a un environnement géopolitique où il y a beaucoup de conflits et donc on met l'accent sur la protection. Et aussi 2 pays qui ont compris qu'une des manières de solidifier leur alliance, c'est d'être utile auprès de grands partenaires et donc ils font tout pour exporter les solutions qu'ils ont pu trouver aux problèmes techniques, aux problèmes cyber qu'ils ont pu voir dans leur propre pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, Israël aujourd'hui est un pays qui concentre 20 à 40% des investissements dans les startups de cybersécurité, ce qui est un chiffre énorme, parfois comparable d'ailleurs à celui des États-Unis d'Amérique.
ou encore un pays où il y a plus d'un tiers des licornes, ces entreprises de plus d'1 milliard de dollars, un tiers des licornes de cybersécurité. Et l'Estonie, aujourd'hui, est un pays qui a en moyenne 10 fois plus de startups de cybersécurité par habitant que la France. Donc on voit là un nouveau modèle qui émerge, un modèle très surprenant, très différent de tout ce qu'on a pu connaître. Pendant très très longtemps, la plus grande part en fait, de l'histoire de notre humanité, l'essentiel de nos ressources, c'était la terre agricole, et c'est une ressource contrainte. Plus il y a, entre guillemets, d'utilisateurs, et moins il y a de richesse par habitant. Et donc, eh bien, pour agrandir sa richesse, on essaye de voler du territoire de l'adversaire, et à minima, on essaye de se protéger et d'avoir des armées fortes. Un des exemples de ça, c'est la cristallisation des frontières en Europe en 1648 avec le traité de Westphalie, mais depuis longtemps, on avait compris qu'il fallait protéger des territoires, d'une part. Si on voulait être plus fort, plus riche, voler des territoires, voire intimider l'adversaire. Ces schémas vont commencer à être bouleversés avec la révolution industrielle, mais dans le monde numérique dans lequel nous sommes entrés, on est dans une logique totalement différente. Celle, par exemple, de la loi de Metcalfe. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de création de richesse. Et donc l'objectif devient en fait d'être un hub pour le reste de la planète, un acteur de réseau. Et comme on l'est, en étant utile aux autres. C'est ce qu'essayent de faire Israël et l'Estonie et d'autres pays. Et ça, évidemment, c'est une question qui est posée à nous Français. Nous avions une conception stratégique de la défense de notre puissance avec, par exemple, le pré-carré de Vauban du temps de Louis XIV, cette vision très belle, très hexagonale, qui nous permettait de protéger notre espace. Et d'ailleurs, très souvent, nous avons une vision très protectrice de notre puissance nationale, c'est-à-dire la raison pour laquelle on parle beaucoup de souveraineté. Et c'est un problème dans un monde où, en réalité, la puissance se fait parce qu'on est capable d'influencer les autres, parce qu'on est capable d'être utile à autrui, parce qu'on est capable de vendre des services à autrui, et donc d'être sur des marchés mondiaux. Et si on n'est pas capable, d'une certaine façon, de faire exploser notre hexagone et d'opérer au-delà de ce qui est parfois un petit peu des lignes maginaux que nous avons dans la tête, eh bien, nous risquons de réduire notre influence nationale. Et nous allons devoir y repenser parce que de nouveaux défis, en réalité, nous attendent. Des défis d'ordre multiples et variés. Une première évolution, c'est celle de la robotisation, dont on parle encore très très peu, mais qu'on voit déjà avec le coût unitaire des robots industriels, qui aujourd'hui est autour de 10 à 20 000 $ la pièce, qui demain sera peut-être à 5 000 $ la pièce. Et ça va amener une robotisation massive de l'environnement dans lequel nous sommes, qui sera peut-être d'ailleurs aidée par l'intelligence artificielle. Mais si nous sommes entourés de systèmes qui bougent, de systèmes cinétiques, nous allons être face à de nouveaux types de risques. Parce que le problème du cyber ne sera pas juste de perdre de l'argent, ça sera d'avoir des systèmes qui se déplacent et qui, au lieu de tourner à droite, tournent à gauche, et qui peuvent créer des dégâts très larges si tout d'un coup, eh bien, c'est 1 millier d'objets qui tournent à droite au lieu de tourner à gauche. Et donc, en réalité, d'être face à un risque de dommages matériels et de mettre en danger des vies humaines. Cette mise en danger sera d'autant plus forte et ce risque d'autant plus élevé qu'on va continuer évidemment à avoir des systèmes informatiques de plus en plus sophistiqués. On sait qu'en gros, nos puissances de calcul augmentent d'un facteur 100 à 1000 tous les 10 ans. Et donc, les nanodrones et les robots de demain seront capables de faire des choses bien plus sophistiquées qu'aujourd'hui. Ils seront capables, par exemple, de s'insérer discrètement dans des bureaux et de pouvoir aller directement se ficher dans des ordinateurs. Et donc de créer des choses qui aujourd'hui semblent être de la science-fiction, mais on le voit d'ailleurs dans certains laboratoires de recherche, vont être potentiellement réalisables demain. Un autre problème, c'est le problème de la manipulation cognitive. Et nous l'avons connu avec l'irruption des réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement original. Tout ce qui est opération de psyops sont connus par les militaires depuis des décennies. Mais les réseaux sociaux l'ont mis au goût du jour, avec par exemple la manipulation de Facebook et d'autres réseaux sociaux dans le cadre de l'élection aux États-Unis en 2016, où en fait l'un des points critiques au-delà des questions des informations a été d'instiller de l'instabilité émotionnelle auprès de l'utilisateur de façon à ce qu'il aille plutôt vers des partis extrémistes, voire des positions extrémistes. Nous allons aller vers une potentielle intensification de ce type de manipulation. On voit apparaître des avatars, des
des personnes qui sont en fait que des personnes numériques et qui sont capables de passer le test de Turing. Savoir, on discute avec ces avatars en croyant qu'on discute presque avec un être humain et en réalité, on discute avec une machine. Mais en plus, ces systèmes seront capables d'avoir des modèles assez sophistiqués de la psychologie de leurs utilisateurs de l'autre côté de l'écran. Et de là, pourquoi pas imaginer des essaims de ces avatars Turing capables d'aller toucher des populations entières ou des prescripteurs, des influenceurs importants sur des réseaux sociaux, sur des réseaux professionnels, amicaux ou romantiques, de façon à séduire, à déstabiliser, à manipuler, à faire chanter. Et là, entrer dans une nouvelle perspective de cette manipulation cognitive. Alors moi, j'évoquais ça l'année dernière à l'exposition universelle de Dubaï en disant, voilà, c'est un scénario du futur, peut-être dans 5 à 10 ans. Et puis, entre-temps, on a vu l'émergence un peu surprenante de tous ces systèmes d'IA générative qui sont parfaitement capables aujourd'hui de passer le test de Turing. Vous discutez avec ChatGPT, vous avez l'impression de discuter avec un être humain. Et même, et ça a été démontré par Miral Kozinski, qui est un chercheur à Stanford, on finit, et c'est une propriété émergente, à obtenir une espèce de compréhension interne de la psychologie de l'utilisateur de l'autre côté de l'écran. Donc, dès aujourd'hui, peut-être demain, il y a toutes les briques pour réaliser ce que je viens d'évoquer. Un autre problème supplémentaire, et peut-être qui sera influencé par ces questions d'intelligence artificielle, c'est le fait de mettre en place des systèmes numériques, des jumeaux numériques, capables d'être des miroirs virtuels de systèmes de plus en plus complexes. Alors, on le voit sur des moteurs, des usines, des fluides dans des villes. On pourrait même demain rajouter, pourquoi pas, une vision socio-psychologique, essayer de mieux comprendre comment fonctionnent des quartiers, comment fonctionnent des villes, pourquoi pas même des pays. Et ça, évidemment, c'est un avantage, mais c'est aussi un avantage pour l'assaillant, parce que tout d'un coup, il va avoir la possibilité de mieux comprendre où sont les vulnérabilités du défenseur. Et ça peut à nouveau changer les équilibres dans le fameux modèle de Jarvis. Jusqu'à maintenant, les opérations de sabotage sophistiquées n'avaient en réalité pas forcément un taux élevé de réussite. Et Microsoft l'a évoqué sur les attaques russes en Ukraine, il n'y aurait qu'une attaque sur 3 qui a été vraiment réussie. Et quand vous avez un système d'armes qui ne fonctionne qu'une fois sur 3, bon, c'est sympa pour faire un petit peu de nuisance, mais ça ne peut pas être le fer de lance de votre campagne militaire. Mais si demain, on fait monter ce taux de probabilité parce qu'on a les modèles d'environ un tiers à 80-90%, eh bien là, tout d'un coup, vous avez l'oreille de vos dirigeants, vous avez un système performant, vous avez un système dominant. Et là, nous entrons de plein pied dans le monde doubly dangerous. Alors, comment faire? Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir changer nos paradigmes. Et je vais évoquer quelques pistes, il y en a d'autres. Première piste, c'est l'arrêt de ce qu'on appelle la confiance implicite. Vous voyez quelqu'un à l'écran sur Zoom, vous pensez que c'est Guy Philippe. Si demain, vous n'avez pas l'authentification qu'effectivement c'est bien Guy Philippe, laissez tomber, ce n'est peut-être pas Guy Philippe qui est en train de vous parler. Un autre point qui est extrêmement important, c'est la nécessité, face au darknet où coopèrent entre guillemets les méchants, de développer ce qu'on pourrait appeler notre brightnet, c'est-à-dire notre système de coopération entre tous nos acteurs dits gentils. Et ça veut dire être capable de faire cycler l'information de façon plus rapide entre les États-nations qui ont des rapports de confiance entre eux, les acteurs privés de la cybersécurité, des organismes universitaires, certains hackers reconvertis dans des bug bounty, et puis aussi, et surtout, beaucoup d'entreprises privées, parce qu'elles sont au cœur du dispositif. Et pour ça, il faudra peut-être réfléchir aux incitations financières pour que ces entreprises délivrent de l'information, qui est un élément critique, pour faire cycler, et pour que le brightnet, notre réseau des gentils, aille plus vite que le darknet, le réseau des méchants. Et puis derrière ça, il y aura peut-être tout simplement une réflexion sur l'investissement à mettre. Alors si demain, effectivement, face au choc cyberphysique, il y a des morts ou il y a des dommages matériels extrêmement graves, eh bien, de toute façon, il y aura une obligation d'aller augmenter de façon extrêmement forte les investissements dans la cyber. Mais il y a un modèle pour ça. C'est celui de l'industrie aérienne qui, de manière structurelle, investit énormément dans la sécurité pour éviter que les avions se scratchent, et qui pourtant continue à faire de l'argent. Eh bien, ça, c'est peut-être le modèle pour tout un ensemble d'acteurs de l'industrie demain. Derrière ça, évidemment, il faut être capable de mieux identifier quel est le choc cyber. Et là, vous avez à l'écran une étude que j'ai organisée avec PwC. On a essayé de voir sur les entreprises cotées quel était effectivement l'impact lorsqu'il y avait un choc cyber.
de façon à mettre en alerte les entreprises. Et on s'est rendu compte que dans plus de 60% des cas, lorsqu'on comparait l'évolution du cours de bourse au bout d'un an, eh bien, le cours de bourse, de manière structurelle, s'affaissait de 22% comparé aux autres entreprises du même secteur. Vous avez des entreprises de 10 milliards de dollars ou 10 milliards d'euros, vous avez un choc cyber que vous n'avez pas été capable de gérer, vous risquez de perdre en moyenne 2 milliards. Mais ça fait réfléchir et ça donne une idée de l'investissement derrière à mettre dans la cybersécurité. Et cet investissement, bien sûr, c'est un coût, mais s'il est bien expliqué, ça peut aussi devenir un gage de qualité. Pendant notre révolution industrielle, on a vu d'ailleurs des nations mettre en avant la qualité industrielle de leurs industries, Deutsche Qualität, Swiss Made. Mais dans un monde où en fait l'essentiel de l'industrie va être piloté par le code, eh bien, la qualité, elle va être dans la qualité du code. Or, dans ce monde en réseau, le code n'est pas testé par des aléas de la nature, il est testé de façon encore plus rapide par la main malicieuse d'acteurs cybercriminels. Et donc en réalité, la qualité industrielle de demain, ce sera cette qualité cyber. Pour terminer, si on y arrive, et si on fait tous ces éléments, ces investissements, eh bien peut-être qu'au lieu d'aller vers ce monde doubly dangerous, on ira vers ce monde doubly stable, ce monde où la défense, la paix et la sécurité finira par gagner. Mais une chose est certaine, c'est qu'il va falloir beaucoup repenser certaines de nos vieilles réflexions stratégiques. Et pour ça, je ne peux que m'inspirer à titre personnel de mon maître, à savoir Winston Churchill, et qui disait dans son discours de Harrow en 1941 qu'il ne faut pas se fier aux apparences pour essayer de comprendre comment les choses vont évoluer. Sans l'imagination, il n'y a pas grand-chose qui peut être possible. Et je voudrais insister sur ce dernier point-là. Winston Churchill était ce grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale parce que c'était un homme de vision qui avait senti que même si malheureusement la France était effondrée en 1940, eh bien on pouvait gagner la guerre. Mais c'était un homme de vision parce que c'était d'abord un homme d'imagination, une imagination extraordinaire. C'est un des hommes qui a le plus poussé à la création des tanks et de l'aérien en Grande-Bretagne au tout début du XXe siècle, alors même qu'il s'occupait de l'amirauté, c'est-à-dire la marine. Et dès 1926, d'ailleurs, à la Chambre des communes, il était peut-être le premier grand homme politique à parler du risque de la bombe atomique, 19 ans avant que la première bombe atomique n'explose. Cette question de l'imagination, elle est fondamentale dans l'art de la guerre. Sun Tzu explique que tout l'art de la guerre repose sur la duperie, et si vous êtes moins imaginatif que l'adversaire, vous êtes sûr de perdre. Et ce qui s'applique évidemment à l'art de la guerre, c'est que ça s'applique aussi évidemment à l'art de la cyberguerre, où on le voit, il y aura toute une dimension, une panoplie multiple de systèmes qu'on pourra utiliser, des robots, des systèmes psychologiques, de façon à essayer de faire casser l'adversaire. Et c'est là où précisément la sécurité nationale demain va se déplacer sur ce nouveau front. Ce front très particulier, qui est le front de l'imagination, qui est là où très probablement se jouera demain la paix et la sécurité. Et sur ce front de l'imagination, évidemment, n'oubliez pas les auteurs de fiction, parce que peut-être ils pourront vous être utiles. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Guy Philippe, d'avoir clôturé cette dernière conférence, cette journée. Il nous reste un temps ensemble pour les questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Toujours le même mécanisme. Il suffit de lever la main et un micro arrivera à vous très vite. Alors, je ne vois pas où sont les mains levées. Et si les micros arrivent, tout au fond là-bas, tout là-haut, hop, première question. Et s'il y en a d'autres, il y a un deuxième micro. Comme ça, on pourra le donner aussi. Merci pour cette prise de recul. Ça permet de prendre du recul sur tous les sujets qu'on a vus aujourd'hui. Oui. Bonsoir. Merci pour cette intervention. J'avais une question. En fait, la Normandie a connu plusieurs attaques ces derniers mois. Et la question qui me vient directement de l'élu de la région, Madame Sophie Gauguin, qui, quand elle a su que vous veniez, m'a demandé de vous transmettre cette demande, c'est pourquoi nous ? Bon, alors c'est une question compliquée. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on regarde un petit peu l'historique de ce qui s'est passé, de ma compréhension de ce qui s'est passé sur la région Normandie, c'est qu'il y a eu des attaques importantes sur des institutions médicales, sur le CHU de Rouen par exemple. Or, et ça dès 2019.
Or, l'information médicale est une information de très haute valeur. En manière générale, les cybercriminels évaluent dans les marchés noirs l'information médicale à autour de 100 $ entre guillemets le dossier, comparé à juste quelques dollars ou quelques euros lorsqu'il s'agit d'une information personnelle de base. Et pourquoi? Parce que l'information médicale, forcément, elle est très très bien renseignée. On renseigne qui on est, les problèmes médicaux, les assurances, et puis aussi l'ensemble des autres responsables, des personnes relatives de la famille, parce qu'évidemment, on ne va pas mentir aux médecins, on ne va certainement pas mentir aux hôpitaux. Donc ça a beaucoup de valeur. Et le problème, c'est que ça a beaucoup de valeur, et ça les cybercriminels le savent, ça permet après de faire plus de reconnaissance, et donc potentiellement d'aller attaquer peut-être d'autres établissements médicaux dans la région, mais après tout un ensemble d'acteurs du secteur de la région également. Donc il est possible en fait qu'il y ait des éléments de rebond, j'extrapole un petit peu, hein, mais j'essaie de prendre un petit peu les informations telles qu'elles sont disponibles. Il est possible qu'il y ait des rebonds sur la base de certaines de ces premières attaques qui pour le coup ont touché des établissements médicaux. Il faut voir qu'il y a tout un écosystème là-dessus de la donnée, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la région Normandie a été particulièrement touchée. Il faut dire aussi que énormément de régions de France, et en particulier des régions industrielles, ou des régions où des activités de services innovantes eh bien, ont été également touchées. On l'a vu, la crise Covid a été un moment de bascule très fort, très très fort dans les attaques cyber. J'ai évoqué des chiffres de x3, x4, et en France, et aux États-Unis, et à travers l'Union européenne, parce qu'il y a eu plusieurs chocs en même temps. Le fait que, par exemple, les employés travaillent chez eux, parfois ils ont un petit peu oublié les codes nécessaires de la cybersécurité. Le fait que tout d'un coup on est dans un environnement bizarre, étonnant, avec des messages flash qui viennent du gouvernement, etc. Là-dessus, il y a peut-être eu des faux messages pour dire « vous voulez obtenir telle ou telle subvention, venez cliquer ici », il ne fallait pas cliquer, etc. Donc, et puis des entreprises qui n'ont pas forcément, c'est normal dans le cas d'une crise aussi grave que la crise Covid, n'ont pas forcément mis en avant les questions de cybersécurité ou pas investi là-dessus. Donc tout ça, ça a rendu de manière générale très fragile beaucoup d'environnements, y compris des environnements industriels ou des environnements de services très avancés. Et donc c'est une des autres causes d'explication de l'explosion du risque cyber et en France et en particulier en Normandie. Donc c'est pas en particulier la Normandie finalement, c'est peut-être le secteur Il y a clairement un élément général, okay, et peut-être, c'est une hypothèse personnelle, hein, je ne veux pas extrapoler plus que ça, mais effectivement, le CHU de Rouen, c'est une attaque très forte dès 2019, et on voit après des phénomènes de rebond. Donc peut-être que ça a aidé en fait après, dans la suite. Je pensais que c'était parce qu'on était une belle région et que ça attirait les cyber. Évidemment attaquants. aussi. Est-ce qu'on a une seconde question dans le public? Oui. Bonjour, merci pour l'intervention. Je me pose une question sur l'économie en fait de ces groupes, de ces hackers ou de ces personnes qui orchestrent ce type d'opération, parce que j'imagine que même si c'est peut-être moins coûteux que de déplacer des tanks, des avions et une armée, ça coûte un peu d'argent quand même de massifier ces attaques contre des acteurs économiques implantés. Qui finance ça? Est-ce que ça s'autofinance comme les organismes crapuleux, la mafia et ce genre de choses, ou est-ce que on doit y voir la mainmise soit de groupes, d'acteurs économiques qui livrent là une guerre économique avec des moyens peu honorables, ou d'États qui, eux, ont peut-être les reins plus solides pour mener ce type d'opération? Alors je dirais que c'est un petit peu hybride. Mais il y a bien un aspect strictement crapuleux, parce que, comme je l'ai dit, le crime paye, et l'investissement est rentable. Bon. Et d'ailleurs, il y a toute une chaîne d'activités cybercriminelles extrêmement développée aujourd'hui. Il y a des plateformes cybercriminelles que, si vous êtes un groupe cybercriminel, vous pouvez prendre sous licence et réutiliser dans des opérations spécifiques. Et puis après même, vous allez discuter avec des gens qui vont faire du blanchiment d'argent, qui sont d'autres types d'acteurs. Donc il y a une chaîne de valeur extrêmement complexe. Et s'il y a une chaîne de valeur extrêmement complexe, c'est bien qu'il y ait une économie qui fonctionne bien, qui est une économie du cybercrime. Et malheureusement, le cybercrime paye, et je l'ai dit d'ailleurs, le taux d'élucidation des affaires cybercriminelles est extrêmement faible. La pénalisation, les condamnations sont faibles. Quand on arrive à mettre la main sur quelqu'un, elles sont faibles, parce que de toute façon, ce n'est pas comme une effraction, ce n'est pas comme un braquage de banque. A priori, il n'y a pas de gens qui vont mourir, donc les peines sont de toute façon beaucoup plus faibles que si c'était
braquage de banque. Et puis en plus, je l'ai dit, il y a les questions d'extradition, il y a les questions d'élucidation. C'est très compliqué. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on dit qu'il y a environ que 1% des affaires qui arrivent devant les tribunaux. Et je ne parle même pas des condamnations. C'est dire, 99%, c'est jouable. Ça, c'est un premier point. Après, quel est le support qui est donné par certains États? 3 petits points. On peut se poser la question quand même. Il est possible, on va dire ça comme ça, qu'il y ait des gens qui soient des officiers de certains types d'organismes qui, de 9h à 17h dans la journée, vont travailler pour l'État sur certaines de ces questions-là. Et puis, passé 17h, malheureusement, travailler, être fonctionnaire dans certains pays, ou dans d'autres d'ailleurs, ça ne gagne pas énormément d'argent, mais on vous laisse tranquille si, passé 17h, vous voulez avoir des petites activités à côté. Vous pouvez imaginer lesquelles. Donc, ça crée ces éléments d'hybridation, en fait. On peut dire qu'il y a des États qui laissent passer. Après, il y a aussi des États, parfois ce sont les mêmes d'ailleurs, qui ont des vraies activités d'espionnage. Une très belle affaire qui est sortie, enfin très belle, terrible pour nous occidentaux, mais c'est la cyberattaque qui a touché l'entreprise SolarWinds, qui est un utilitaire qui est utilisé par énormément d'institutions aux États-Unis, en Europe et aussi de très grands groupes, et où en fait c'est le logiciel lui-même qui a été infecté entre guillemets de l'intérieur par l'attaquant, qui semble être une émanation du SVR, qui est le service de renseignement d'EOS. Bon. Donc ça arrive aussi, évidemment. Et donc il y a une espèce d'écosystème un petit peu complexe, un petit peu hybride, avec des vrais groupes crapuleux, et même d'ailleurs des groupes criminels qui font leur disruption numérique et qui investissent dans ce nouveau type d'activité cybercriminelle, parce que je dis ça paye. L'aide ou le parrainage ou des formes d'assistance, ou en tout cas on laisse tranquille par certains États, qui d'une certaine façon utilisent ces vagues de cyberattaques, peut-être aussi pour envoyer des messages politiques, des éléments de nuisance. Ne vous embêtez pas, laissez-nous faire nos trucs chez nous. Voilà. Et puis après, on a des choses plus classiques de l'espionnage. Et l'espionnage aujourd'hui, c'est en grande partie, sur interception technique, de l'espionnage cyber. Donc on a un petit peu cet ensemble-là, en fait, ce panel-là d'activités. Mais malheureusement, oui, sur le fond, eh bien, le crime paye encore aujourd'hui. Et ça explique quand même une énorme partie du moteur de voir tellement de groupes cybercriminels. Merci Guy-Philippe, merci pour vos questions. On peut vous applaudir encore une fois. C'est bien.